savez bien que le traitement d'une fracture peut commencer par l'ossosynthèse ou peut-être doit commencer par l'ossosynthèse pour une fracture périprothétique. Donc je commence par ce petit cas clinique, une fracture supracondylienne à la limite de l'implant, une ossosynthèse qui paraît respecter les règles qu'on utilise classiquement chez nous et qu'on a édictées au moins sur la face, si ce n'est que sur le profil, deux petits soucis, la réduction en bas qui somme toute aurait pu être meilleure et surtout en haut une vis proximale qui me paraît largement tangente à la corticale. L'autre souci, c'est qu'il y a une prothèse hanche au-dessus, et comme l'a montré Marc Soenen à Lille, il y a une zone de fragilité au niveau de cet implant, et bien sûr, la nouvelle chute a été à l'origine d'une fracture interprothétique, avec comme le point de départ, on le voit très bien, la vis proximale qui a été tangente à la corticale. Reprise chirurgicale avec un montage qui remonte le plus haut possible, avec une tenue au regard de la tige fémorale, des cerclages et des vis à tête plate permettant une tenue en face de l'implant et donc finalement s'affranchir dans l'encombrement prothétique avec un montage long qui ponte l'ensemble du fémur. Bien. Quelques mots d'introduction. Les fractures périprothétiques sur prothèse de genou sont encore relativement rares, même si la tendance va vers une égalisation par rapport aux fractures de hanche. Pour autant, l'expérience est encore minimaliste. C'est des fractures graves en termes de morbimortalité. C'est des personnes âgées, on n'a donc pas le droit à l'erreur. La multiplication de la chirurgie est une difficulté pour le patient. Problèmes multiples, et là je reprendrai la phrase du professeur Lefebvre, c'est un contexte traumatologique dans un contexte orthopédique, ça complique les choses. Financièrement, c'est pas mieux. Une ossosynthèse sur une fracture de prothèse de genou aux États-Unis, c'est 25 000 $, plus en général 15 000 $ pour une petite complication qui survient assez rapidement. C'est donc beaucoup plus cher qu'une PTG de primo-intention. Donc la première question, c'est quand les opérer. Quand les opérer, autrement dit, comment les classer. Alors, il y a du multiple classification dans la littérature, pour le fémur, le tibia, pour la patella. Globalement, elles prennent en compte le siège de la fracture par rapport à la prothèse et la stabilité de la prothèse, en vous rappelant que l'implant, c'est le bouclier, l'embase, l'acquis, le ciment et l'éventuel bouchon complémentaire. Je reprendrai rapidement la classification de la soft-cote, en vous rappelant le type A, qui est une fracture à l'interface os-prothèse unicondylienne et qui déstabilise l'implant. C'est l'élément à retenir. Le type B en regard de l'implant, qu'on soit au tibia ou au fémur, avec l'indice 1, 2, 3 en fonction de la stabilité de la prothèse. Idem pour le type C, à distance de la prothèse, tibia ou fémur, là aussi indice 1, 2, 3 en fonction de la stabilité de cette prothèse. Cas particulier des fractures de type D qui font le lien entre la hanche et le genou, qui font le lien entre la classification de Vancouver en haut et la soft-cote en bas. C'est un facteur de risque de concentration des contraintes si vous avez un type D. Le type D étant défini comme une zone libre d'implant qui fait moins d'un tiers de la diaphyse. On a classé ces fractures, on a une petite idée. Quelles sont celles qui ne relèvent pas d'une indication d'ossosynthèse? C'est bien sûr les fractures de type A qui déstabilisent l'implant, c'est une indication de changement, notamment si on se réfère au symposium 2005. Les fractures en regard d'un implant instable, donc les fractures de type B avec un indice 2 et a fortiori 3, qu'on soit au tibia ou au fémur. A l'inverse, quelles sont les indications d'ossosynthèse en fonction de ces classifications? Ce seront les fractures ne déstabilisant pas l'implant, autrement dit les fractures de type B avec l'indice 1, et les fractures de type C. Je ne fais pas le distinguo avec le type 2, enfin C2, C3, parce que c'est relativement rare, et finalement, dans notre pratique, que ce soit un C2 ou un C3, c'est l'ossosynthèse la règle, parce que c'est en général des patients extrêmement âgés, qu'on soit au niveau du tibia ou du fémur, la règle est la même. Donc maintenant qu'on sait quand, on va définir quoi. Il y a deux grands moyens d'ossosynthèse pour ces fractures périprothétiques, l'enclouage, par le haut, par le bas, et la plaque, qu'elle soit standard ou verrouillée. Un mot de biomécanique avec une étude relativement récente qui compare les plaques verrouillées au clou rétrograde. En termes de résistance en torsion, avantage de la plaque verrouillée. Compression axiale cyclique, quand on dit la marche, l'un comme l'autre donne les mêmes résultats. En compression axiale statique, c'est plutôt l'enclouage rétrograde. Donc l'enclouage étant strasbourgeois, c'est l'élément de référence. C'est un traitement à foyer fermé par excellence, le mini-invasif autant qu'on peut, intérêt biologique, mécanique, qu'on soit par le haut ou par le bas. Installation frontale orthopénique systématique pour nous, ça permet le contrôle de la longueur de l'axe et de la rotation, c'est des éléments qui sont essentiels.
Soit le clou vient par le haut, soit le clou vient par le bas, et dans les deux cas, il y a des limites. L'enclouage antérograde est possible, sous réserve qu'il y ait au moins 1 ou 2 cm entre la vis la plus proximale et la fracture, ce qui permet de résister mécaniquement à 1 million de cycles par an, autrement dit, pour une personne âgée, une bonne année. Les limites pour l'enclouage rétrograde, il y a le patient, avec la flexion du genou, qui peut limiter l'abord et la mise en place de ce clou rétrograde. Il y a l'environnement, si vous avez une prothèse de hanche, quelle qu'elle soit, ça va être compliqué. Il faut privilégier les clous longs, et surtout le type de PTG va définir l'utilisation potentiellement possible ou non d'un clou rétrograde, absence de carter ou pas, PTG postéro-stabilisé ou pas, et surtout la distance intercondylienne qui, surtout si elle est minimaliste, inférieure à 12 mm, peut être source d'un cal vicieux en flexum parce que vous allez introduire votre clou trop postérieur. Alors, 2 papiers de la littérature qui ont analysé la compatibilité entre l'enclouage rétrograde et les PTG. Je vous renvoie à ces publications pour savoir si votre prothèse ou celle de vos voisins rentre dans ces indications de clou rétrograde. La plaque, alors pour nous c'est pareil, c'est du mini-invasif, c'est du foyer fermé, on l'installe comme pour un clou, pour nous ça ne change strictement rien. C'est plutôt le type de fracture, le type d'implant qu'on a sous le nez qui va nous faire décider l'un ou l'autre. L'installation est la même, les principes sont les mêmes. La plaque en revanche, elle est universelle si on se réfère aux données de la littérature. La littérature qui plébiscite la plaque verrouillée, avec une foultitude de publications. Pour autant, il faut respecter les règles de pose, avec des cerclages, un démontage long, une alternance de vis verrouillées et de trous libres pour mécaniquement obtenir une élasticité du montage, une chirurgie mini-invasive biologique, ce qui est un des éléments de succès de la chirurgie, et surtout ponter les implants en place, comme vous l'a montré précédemment. Et donc j'insiste sur ces cas particuliers de double C ou de type D, autrement dit des fractures interprothétiques, avec 2 impératifs techniques. Bien sûr, l'enclouage rétrograde est prohibé, c'est clair, net et précis. Ou alors vous rajoutez une plaque entre les deux, mais pas d'intérêt. Et surtout ponter les 2 implants avec au minimum 2 diamètres de diaphyse sur le fait de ponter la tige proximale de la prothèse totale de hanche. Que nous apprend la littérature ? Herrera a rapporté il y a déjà quelques temps 415 fractures en faisant l'analyse de 27 études rétrospectives. Le clou rétrograde par rapport à la plaque non verrouillée diminue le risque de pseudarthrose et de réopération. Il en est de même pour la plaque verrouillée par rapport à la plaque non verrouillée avec un risque de pseudarthrose et de réopération qui là aussi diminué. Donc vous avez compris, c'est soit la plaque verrouillée, soit le clou intramédulaire et donc comparaison des deux. Classiquement, dans la littérature, le clou rétrograde est utilisé pour des patients plus âgés, sans explication particulière. Le temps opératoire est comparable, les résultats cliniques aussi. Il apparaît une petite différence en termes de résultats pour le délai de consolidation, pour le taux de consolidation et pour les reprises potentielles, avec pour certains auteurs comparabilité et pour les autres avantages à la plaque verrouillée. Enfin, récemment, dans TSR, Wallace a proposé une espèce d'organigramme en fonction de la situation du trait de fracture par rapport à la prothèse. En gros, plus on est vers la prothèse, mieux il vaut changer. Plus on s'éloigne, plus c'est un clou, entre les deux, la plaque. Existe-t-il des facteurs pronostiques ? Eh bien, qu'on fasse un changement de prothèse ou une ossosynthèse, en termes de morbimortalité, c'est comparable. Les fractures extrêmement basses ne doivent pas faire éliminer de facto l'indication de ossosynthèse, puisque finalement, même si la fracture est très basse, avec les implants modernes, la stabilité est suffisante. En termes de timing et par rapport à la mortalité post-opératoire, il n'y a pas de différence. En l'occurrence, il vaut quand même mieux les opérer tôt, comme pour les fractures du col fémoral. En revanche, l'âge à la PTG index est un véritable facteur de risque qui est souligné par tous en termes de complications potentielles. Donc à retenir, difficulté technique, c'est évident, d'autant plus que le nombre de fractures interprothétiques, là pour le coup, augmente. On n'a pas le droit à l'erreur parce que c'est des personnes âgées, avec des antécédents relativement longs. L'analyse de la fracture par rapport à l'environnement, ce que j'appelle l'environnement, c'est-à-dire le fémur, s'il y a un implant au-dessus ou en dessous, la mobilité du genou, ce genre de choses, permet donc de poser l'indication et surtout le matériel que vous voulez utiliser. Et en gros, je vous propose l'organigramme assez simple, fracture déplacée, qui ne déstabilise pas l'implant en regard de la fracture sur une prothèse qui est dite stable ou à distance. C'est l'ossosynthèse, vous avez bien compris. La plaque règle tous les problèmes. Vous avez droit à l'enclouage rétrograde ou à l'enclouage rétrograde en fonction de l'analyse locale fémorale de la situation. Merci.